Raphaël Liagier, bienvenue au Franc-Tireur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez écrit l'an passé le mythe de l'islamisation, essai sur une obsession collective. Vous ne trouvez pas que c'est un terme qui est galvaudé? Moi, je crois surtout que le terme qui est galvaudé, c'est le terme islam. Et au-delà du terme islam, le terme le plus galvaudé, c'est le terme islamisme. On a le sentiment aujourd'hui que l'ennemi fondamental, c'est l'islamisme, et on voit chez tout musulman un islamiste potentiel. Et ce qu'on entend par islamiste, c'est un djihadiste en puissance, quelqu'un qui en veut à la civilisation. C'est pour ça que moi, j'ai voulu employer ce terme d'islamisation, parce qu'au fond, la véritable peur, elle n'est pas liée à l'islam en tant que religion, et même à l'islamisme, qui est une doctrine spécifique, l'islamisme. L'islamisme, c'est l'islam politique qui apparaît aux alentours de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. L'islamisation, ça se réfère à un processus. Quand on met islamisation, c'est un processus qui est irréversible, comme une marée, comme quelque chose de géophysique qui nous arriverait et contre lequel on ne peut rien faire. Là, vous dites que c'est un mythe, l'islamisation, que ça n'existe à peu près pas et que finalement, la société occidentale est complètement paranoïaque. Je peux pas croire que toute la société occidentale est complètement islamophobe ou paranoïaque. Il me semble que le Québec est une enclave en Amérique du Nord qui ressemble fortement à l'Europe de ce point de vue-là. Aux États-Unis, il y a de la phobie vis-à-vis de l'islam, mais on n'a pas cette espèce de sentiment de guerre culturelle générale. Et on l'a pas, à mon sens, dans l'ensemble du Canada non plus. On l'a en particulier au Québec, justement parce que le Québec est une société qui est dans une situation de fragilité identitaire en Amérique du Nord, et que cette fragilité identitaire, cette difficulté à se définir, engendre cette situation de paranoïa, c'est-à-dire le sentiment d'être encerclé. Et par excellence, le Québec est un pays où les gens ont le sentiment d'être encerclés. Et c'est pareil aujourd'hui, mais à l'échelle européenne, à l'échelle du continent européen. Ce n'est peut-être pas un hasard si les débats sur la laïcité aujourd'hui au Québec sont assez proches des débats sur la laïcité en France, c'est-à-dire qu'ils se répondent en quelque sorte en écho, parce qu'il y a la même difficulté identitaire. On n'a pas eu ce débat-là nulle part face à l'immigration vietnamienne, italienne, grecque. Au Québec, grec, italien, c'était sur la langue. Ils débarquaient au Québec dans les années 70, ils ne parlaient qu'anglais. On a eu un débat là-dessus, mais pas sur les valeurs. Il y a un choc des civilisations, il y a un choc des cultures face à ceux qui sont... On parle même pas d'une nationalité, ceux qui croient en l'islam et qui débarquent dans une société d'accueil en Occident. Je suis un défenseur des valeurs occidentales modernes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais je ne crois pas que la paranoïa soit de nature à nous aider. C'est-à-dire, je ne nie pas qu'il y ait des difficultés entre l'islam et la modernité. Je ne nie pas qu'il y ait du terrorisme islamique. Ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir combattre un phénomène, quel qu'il soit, c'est comme un clinicien, c'est comme un médecin, il faut qu'il soit capable de cibler le phénomène pour pouvoir l'éliminer. Il y a combien de cultes, d'organismes, de coopératives, de musulmanes qui regroupent, qui revendiquent, qui font des demandes? C'est aussi un mythe? C'est un mythe, c'est très très faible. C'est un mythe. La caractéristique des organisations musulmanes, en Europe au moins, c'est leur désorganisation. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas capables de s'organiser de façon cohérente. Donc elles ne sont pas capables de revendiquer de façon cohérente. Elles ne sont même pas capables de descendre dans la rue en nombre pour pouvoir manifester et demander un certain nombre de choses. Et vous dites dans votre livre que finalement, il y a quoi, 90 mosquées en France? Et que les Français un peu plus, mais virent fous avec ces quelques mosquées. Il y a que 90 mosquées. Il y a très peu de mosquées en France par rapport au nombre de musulmans pratiquants. Effectivement, les mosquées sont trop pleines parce que il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a eu, et ça c'est ce phénomène identitaire nouveau, une nouvelle intensité de la foi des jeunes générations. Et qui se manifeste par la volonté de se visibiliser. À un moment donné, ces gens-là, on pourrait presque dire que c'est un phénomène de mode, eh bien ils ont réussi à mieux exister dans l'imaginaire d'un retour à leurs racines, et comme ils sont maghrébins, c'était retour à leurs racines musulmanes, comme si on leur avait pris ça, comme si leurs parents même les avaient abandonnés, avaient abandonné cela au profit de la culture d'accueil. Donc il y a islamisation. Donc, il y a un retour à l'islam. Donc, il y a une mode, il y a un phénomène. Non, oui, mais parce que islamisation, ça ne veut pas dire ça. Non, parce que islamisation, ça veut dire,
qu'il y aurait un accroissement quantitatif, c'est une marée, une montée. Oui, c'est Or, ce ce que que je vous montre, décrivez, non, pas du tout. Ce que je montre, justement, c'est que il y a une intensification de la foi chez les musulmans, c'est des individus qui sont déjà d'origine musulmane, c'est-à-dire que ça se voit plus, d'accord, parce que ils font plus le ramadan, parce qu'ils ont envie de consommer plus halal. Comme aujourd'hui, il y a d'autres niches, des gens qui sont plus végétariens parce qu'ils ont une sorte de métaphysique du bio, ce qui existe un peu partout. Mais les végétariens exigent rien de personne, demandent pas des piscines non mixtes. Ils veulent rien, les végétariens. Ils veulent juste pas manger de viande. Mais la plupart des musulmans aujourd'hui... C'est des comparaisons qui tiennent pas debout, là. Si, elles tiennent debout. Parce que la plupart des musulmans, je vous signale, ne demandent rien, mais par contre, on suppose qu'ils le demandent. Moi, vous me montrez une déclaration, là, maintenant, d'un musulman qui demande quelque chose de spécifique, je suis d'accord. Mais j'ai essayé. Moi... Attendez, êtes-vous sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Je vais vous amener au Québec. Il y a des revendications, mais il y a une multitude d'organisations. Il y a des organisations qui font des revendications, mais qui sont pas supérieures, par exemple, aux revendications que font des catholiques ou que font d'autres. Les gens réagissent aussi à la nouvelle en Suisse, les minarets. Et dans votre livre, j'ai appris qu'il y avait des minarets en France. Mais c'est quand même l'appel à la prière, c'est quand même dans le domaine public. Si un individu un groupe d'individus... Mais vous êtes en France. Moi, je débarque en France. Je débarque pas en Algérie ou au Maroc ou au Qatar ou au Yémen. Je débarque en France. Parce que vous pensez que la France, vous êtes dans l'essentialisation d'une France qui aurait toujours été scannée. Vous pensez que la France, à l'époque des Gaulois, elle avait déjà des cathédrales. Non, mais les Italiens qui sont débarqués en France se sont adaptés, sont devenus les Français et ont épousé les valeurs françaises et la façon de faire. Ne se promènent pas avec une burqa sur la tête. Les Italiens qui sont venus en France. L'égalité entre les hommes et les femmes, qui sont venus en France étaient déjà catholiques. L'égalité entre c'est ce que je vous dis. Il y a donc islamisation de l'Europe. Mais là, pour le coup, vous mélangez tout, parce qu'au milieu, vous me dites l'égalité entre les hommes et les femmes. Moi, je vous dis justement, par contre, je suis un fervent partisan de l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais pas dire que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, alors que la femme a un code vestimentaire différent de l'homme. Que l'homme le porte, le Christ de burqa, que l'homme porte la niqab, monsieur Gagier. Si vous l'aimez tant que ça, le voile, portez-le. Mais monsieur, là, vous me faites dire, vous faites ce qu'on appelle un procès d'intention. Non, j'essaie de comprendre. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir lorsqu'une femme désire porter ce voile. Ensuite, je ne porte pas de jugement de valeur sur la désirabilité de porter ce voile. Mais monsieur Gagier, le voile intégral, la femme n'existe plus. Elle n'existe que pour les yeux de son mari, de son homme, de son bourreau. Écoutez, une femme qui est pas libre de sortir dans la rue à visage découvert, ça vous rend pas fou, ça? Juste cette question-là. Les catégories de femmes que vous avez, je prends première catégorie de femmes. Vous avez des femmes entre 25 et 30 ans, j'y suis pour rien. Moi, vous m'attaquez moi en tant que personne. Je vous attaque pas, je vous pose des questions. Répondez-moi pas comme un Québécois, on discute de votre livre, là. Non, mais moi je vous dis directement. Ouais. Les femmes, première catégorie de femmes, entre 25 et 30 ans. Il y en a 3 catégories, en gros. Entre 22, 23 et 30 ans. Alors elles, c'est celles qui sont le plus fort en tête. Elles sont pas mariées. Elles sont en général en études supérieures, elles le font en général contre leur famille et contre leurs parents. En général, c'est une manière de dire fuck you. Et de dire fuck you, y compris aux hommes. C'est-à-dire, leur raisonnement est le suivant. Pourquoi est-ce que je serais un objet sexuel vis-à-vis des hommes, même dans la rue? Je me montre à qui je... Non mais je vous dis, vous jugez immédiatement. Non, moi je ne juge pas. Mais attendez, une femme qui se promène en chemise à manches courtes devient un objet sexuel, mais on est devenus des chiens en rut. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que cette femme, elle désire faire ça parce qu'elle a ce préjugé-là. Moi, je lui donne le droit au préjugé. Ok, elle a le préjugé que les hommes veulent tous la violer dès qu'on voit un morceau de peau. C'est une généralisation. Elle dit seulement, j'ai pas envie que les hommes me regardent et voient mon corps. Moi, je trouve ça pas terrible de mon point de vue, peut-être même mon point de vue égoïste en tant qu'homme. D'un autre côté, parce que j'estime qu'on est dans une société pluraliste, bien si elle a envie de le faire et s'il est prouvé que c'est vraiment parce qu'elle a envie et qu'elle n'est pas forcée, eh bien elle le fait. Mais comment le prouver? Eh bien la seule manière de le prouver, c'est pas en ayant des préjugés, pas en ayant des a priori, de son point de vue, en regardant ces femmes en disant elles sont forcément dominées, c'est forcément cette situation, mais c'est en faisant des enquêtes, de fond, c'est-à-dire des enquêtes où on reste pendant des mois et des mois en contact avec elle pour que même si elle essayait de nous mentir, de nous dire des choses qui sont fausses et qu'elle subisse des pressions, on s'en rende compte. Et c'est ce que je comprends ça, M. Gagier, je comprends tout ça. Il reste ce qui manque à ce que vous me décrivez,
c'est l'avant-enquête, l'enfance de cette fille-là, l'adolescence de cette femme-là. Comment elle a été élevée? Quelle pression elle a eue ou non? En général, on peut connaître le contexte familial quand on fait des sciences sociales. C'est-à-dire qu'on observe le contexte familial aussi. Je vous dis, chez beaucoup de filles qui portent le voile intégral, elles sont d'origine algérienne dans des familles très sécularisées. Je vous donne un exemple, j'ai en tête la mère avocate et le père médecin généraliste, qui n'est pas spécialement croyant. Et elle dit fuck you à la société. Et à un moment donné, elle est avec ses amis, elle se met petit à petit à être de plus en plus proche d'un certain type d'islam, à lire des livres qui vont dans ce sens, etc. Et puis elle fait une sorte de, ce qu'on pourrait appeler une crise d'adolescence. Diriez-vous c'est la même démarche que la même adolescente qui se promène de façon provocante, qui se promène dans des vêtements ultra sexy, maquillés? C'est la même démarche d'après vous? Ah oui? Pas exactement la même, parce que c'est toute chose égale par ailleurs, mais c'est quelque chose qui est assez proche. En rébellion à la société. Exactement. Et donc ce que je voudrais quand même dire, c'est que l'on soit d'accord ou pas, que l'on trouve soit horrible ou pas, et puis moi je trouve pas ça spécialement désirable, je trouve pas ça terrible. C'est seulement parce que je estime pas apte à juger du désir de quelqu'un qu'il fait à un moment donné, justement dans sa crise d'adolescence et autres. Si je rencontrais des musulmanes qui me disaient que de lui mettre un porte-jartel sur la tête, c'était une manière d'exprimer leur islamité, moi je ne suis pas un exégète du Coran, je suis un sociologue, je dirais tiens, il y a des femmes qui disent que, etc. Et j'essaierai de comprendre le phénomène. Pour moi, c'est pas qu'ils ont à le porter ou qu'ils n'ont pas à le porter, c'est que l'État ne doit pas leur dire ce qu'ils doivent porter. Ni leur père, ni leur frère, ni leur cousin, ni le bonhomme. Mais bien entendu, mais tout à fait. Et moi, je suis pour qu'on défende les femmes, mais les défendre vraiment. Mais alors vraiment, pour le coup, cette fois, celles qui refusent de le porter, pour lesquelles on oblige ça. Parce que le problème de notre situation populiste... Je suis content de vous entendre le dire. Le problème de notre situation populiste actuelle, c'est qu'on va tout mélanger, et à force de tout mélanger, on va pas aider ceux qui voudraient vraiment être aidés, qui disent mais oui, moi on m'oblige vraiment à le faire. Très bien. Merci Raphaël Liogier. Merci beaucoup.